Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente L'Entretien, un podcast produit par Béline Dola et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Ce qui était un tout petit peu à double tranchant dans le début de mon travail, c'est qu'il y a eu cette sorte de découverte de me dire je suis acceptée, je suis validée dans mon entièreté. Et puis quand l'industrie a débarqué, c'est-à-dire on passe d'élèves comédiennes où on peut expérimenter des tonnes de choses et tout d'un coup on débarque dans l'industrie et là il y a un nouveau carcan qui débarque, qui est celui de l'actrice, quoi. Troisième épisode de L'Entretien, notre podcast mensuel consacré aux artistes de la Comédie Française et aux artistes invités. Dominique Blanc, Christian Lacroix sont déjà venus ici évoquer leur parcours de vie, de théâtre, leurs affinités, leur goût de la Comédie Française. Je suis heureuse aujourd'hui de recevoir Marina Hans, censitaire de la troupe depuis le 1er janvier 2024. Bonjour Marina. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence à ce micro, parce que vous êtes en pleine répétition du Soulier de satin. Alors, on lit de vous, Marina Hans, que vous êtes une actrice franco-britannique. Je rajouterai au prénom shakespearien que vous êtes la fille de Lumina Michael, qui vous a précédé ici au français, et du metteur en scène anglais Terry Hans. On lit aussi de vous que vous avez pratiqué à haut niveau l'équitation dans votre jeunesse, avant que de rentrer au cours Florent, puis au Conservatoire supérieur national d'art dramatique, dans la classe de Muriel Mayette, que vous avez retrouvé au français. Vous êtes ensuite allé à la London Academy of Music and Dramatic Arts. Et puis, vous avez joué Pirandello avec Gruber, Le Bel Air de Londres, à la Porte-Saint-Martin, qui vous avait lu un certain nombre de prix. Roxane dans le Cyrano de Jacques Weber, ici dans le Phèdre de Chéreau. Voilà pour le CV de vos débuts, un peu aride. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'avoir votre version des faits à vous, cette histoire d'équitation et puis de théâtre, voilà. Comment est-ce que vous passez d'un rêve à l'autre ? Vous avez autour de 18 ans, vous dites que les animaux et la compagnie des animaux est plus, douce que celle des humains, vous allez quand même vous coltiner le collectif du théâtre. Ouais. Oui, mais je pense que le collectif du théâtre, justement, c'est comme c'est un endroit de grande tolérance. Je pense que ce qui était compliqué pour moi quand j'étais jeune, j'avais l'impression, j'étais très violentée j'étais très sensible et le monde moderne, en fait, dans lequel je vivais, m'inhibait énormément. J'étais très timide, j'arrivais pas beaucoup à parler, j'étais hyper introvertie et donc effectivement c'est pas un secret que le rapport avec les animaux quand on est border psychologiquement, c'est quelque chose de très apaisant et qui vous restaure une part de confiance en vous-même. C'est-à-dire que la confiance des animaux pour vous restaure une sensation d'exister et de servir à quelque chose, quoi. Mais c'est vrai qu'après, je trouve que finalement, le cours de théâtre, parce que c'est ça qui s'est produit, c'était un endroit où j'avais l'impression que, justement, plus on était, entre guillemets, d'un point de vue de la société, défectueux, plus on était fascinant. C'était votre sentiment, à 18 ans, d'être défectueuse ? Ouais. Oui, je me sentais inadéquate, tout était un effort pour moi dans les rapports sociaux. Mais effectivement, comme j'étais j'avais un petit don à cheval et que j'aimais très fort les animaux, je me disais je ferai ma vie là-dedans. Et puis j'ai échoué à ça. Vous dites que vous n'étiez pas assez compétitive. Oui, j'étais pas compétitive et c'est vrai que moi à l'époque, ça c'est des réflexions que j'ai eues a posteriori parce que sur le moment c'était un peu c'était un gros chaos dans ma tête de me dire que mon rêve en fait professionnel s'écroulait, mais j'étais pas suffisamment compétitive pour attirer des sponsors et c'est quand même un sport qui est assez onéreux. D'être dans l'entourage des chevaux, c'est assez particulier. Moi je me suis retrouvée dans cette branche-là en tant que cavalière. Je me suis dit souvent peut-être j'aurais dû aller du côté du soin, être soigneuse et ça aurait été plus simple. Mais j'étais partie là-dedans, en tout cas à l'époque.
Et donc j'étais partie dans le sport de haut niveau, avec tout ce que ça comporte en fait de nécessité. Et c'est vrai que personne ne voulait mettre un billet pour moi. Donc il était hors de question que je pratique ce sport en étant sponsorisée par mes parents. Donc je me suis dit qu'il fallait que je renonce. Et puis j'avais une autre chose que j'aimais, c'était me retrouver dans une salle de théâtre. Parce que vous pratiquiez ça, pour le coup, depuis l'enfance. Ouais, depuis l'enfance, j'étais baladée, surtout en Angleterre par mon père, parce que ma mère, elle m'emmenait pas. Elle s'organisait pour jouer. Oui, je suis pas venue beaucoup à la Comédie Française. Ou alors dans la loge, mais je veux dire, je voyais jamais rien. Là, je vois beaucoup d'enfants qui viennent, qui sont parfois au foyer, qui se baladent. Mais moi, j'étais très protégée. En revanche, protégée dans le sens, c'était pas mon endroit. En revanche, en Angleterre, comme mes parents étaient donc dans 2 pays différents, et je venais aux vacances scolaires, et bon, comme on le sait tous ici, en tout cas à la Comédie Française, il n'y a pas de pause. Donc je débarquais, mon père travaillait tout le temps, et donc il m'emmenait avec lui. Et, pourquoi vous dites que vous vous sentiez bien ? Qu'est-ce qui vous faisait vous sentir bien ? Alors d'abord, il y avait une coupure avec le monde extérieur, d'une certaine manière. Moi, j'ai toujours eu cette sensation aussi, j'ai toujours été plus ou moins athée, ou disons agnostique, mais j'ai toujours eu une sensation apaisante quand je rentrais dans une église. C'est un peu comme si c'est un sentiment de protection, et j'avais un peu la même chose au théâtre. Et je sais pas, je trouvais toujours les gens gentils dans les théâtres. C'est bête, mais les gens qui me disaient bonjour, ou quand j'étais petite, ou je sais pas, les gens qui travaillaient là, parce que j'étais toute petite, donc des fois, mon père me laissait à une assistante ou à l'administration, par exemple. J'allais dans les bureaux, ou parfois j'allais dans les endroits où ils construisaient les décors, ou des fois j'étais avec les acteurs. Ça dépendait, quoi. Et les gens étaient doux, gentils, et riaient énormément. J'ai un souvenir d'endroits un peu où les gens faisaient les clowns, je sais pas. Et j'ai ressenti ça après quand j'ai fait la démarche d'aller dans un cours d'art dramatique. Je me suis dit, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas le jugement que je ressentais à l'école. Vous aviez le sentiment de trouver des gens qui vous ressemblaient ? Pas vraiment, parce que j'étais tellement timide que je rencontrais personne. Je restais vraiment dans mon coin. Mais c'était comme une sensation d'acceptation. On me demandait rien, en fait. Les gens me regardaient, me traitaient normalement. Il n'y avait pas, je sais pas, comme un endroit de tolérance. Et ça, vous retrouvez ça au cours Florent, non ? C'est là où vous suivez votre premier cours, parce que vous suivez une copine ? Ouais. Et vous avez une épiphanie, puisque vous parliez d'église et de sentiments absolument, un mais peu c'est mystiques. Vrai. En fait, oui. J'ai eu ça le premier jour. On devait se présenter donc dans la petite salle de cours. Et je me préparais depuis très longtemps à cette chose-là. Disons que j'avais très peur. J'étais pétrifiée. Et je me souviens j'ai été... D'abord, c'est une sensation très étrange d'être écoutée, en fait, par un certain nombre de gens. Et c'était presque comme... et c'était évidemment pas l'écoute si je devais passer un oral à l'école, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une écoute curieuse, respectueuse et assez aimante. Je sais pas, c'est comme une fréquence, quoi. C'est vraiment comme une fréquence, une sensation dans la salle, qu'on en était tous à peu près au même point et qu'on cherchait tous une forme de reconnaissance, une forme d'acceptation dans nos jeunes corps, quoi, à quelque chose où on se disait peut-être que là, je vais servir à quelque chose, peut-être que là, les gens vont m'aimer un peu, peut-être que là... Et je vais pas être pointée du doigt comme étant trop ci ou pas assez ça, quoi. Et donc, ça a été assez fort pour moi, cette chose-là, et voilà. Et alors ensuite, vous allez au conservatoire, et puis vous allez à Londres, vous multipliez les formations académiques, comme vous élargissez votre formation, mais c'est aussi une forme de validation à chaque fois. Ouais, le conservatoire, vous cochez, l'école à Londres est une grande école aussi, un autre type d'enseignement. Vous cherchez quoi en multipliant comme ça les parcours et les enseignements et les rencontres ? Une validation qui n'imprime pas en moi. Ça marche pas ? Non.
C'est comme s'il m'avait fallu 10 diplômes avant que je me dise... Et d'ailleurs, j'ai beau avoir reçu des diplômes, je sais pas, de sortie de conservatoire ou des trucs et tout. Après, même quand j'ai commencé à travailler professionnellement, je me suis sentie validée très tard par certains artistes que j'ai rencontrés, en fait, et qui m'ont aidé à réfléchir... qui m'ont mise en contact avec ce que je cherchais à travers ce métier. Vous parlez de Chéreau, je sais que Patrice, vous en avez beaucoup parlé. Oui. Avec qui vous faites Phèdre, ouais. avec certains de vos camarades ici à la Comédie Française, qui n'y étaient pas à l'époque, si, Eric Ruff y était, ouais. Dominique Blanc. Ouais. Qu'est-ce que Chéreau vous apporte ? Qu'est-ce qu'il vous dit qui fait que vous vous sentez pas validé, mais vous trouvez quelque chose en vous qui fait écho finalement à ce que vous cherchez depuis longtemps? En fait, ce qui était un tout petit peu à double tranchant dans le début de mon travail, c'est qu'il y a eu cette sorte de découverte de me dire je suis acceptée, je suis validée dans mon entièreté. Et puis quand l'industrie a débarqué, c'est-à-dire on passe d'élèves comédiennes où on peut expérimenter des tonnes de choses et tout d'un coup on débarque dans l'industrie et là il y a un nouveau carcan qui débarque qui est celui de l'actrice, quoi. Vous parlez de l'industrie du cinéma ou vous parlez du métier de comédienne? Même du métier de comédienne, à l'époque il y avait vraiment des emplois, par exemple on parlait de ça, la jeune première, la tragédienne, la comique, le second rôle. C'était il n'y a pas si longtemps quand même. Ben si. Quand même. Non. Mais les choses ont vraiment changé, hein. Ouais. Et pour le mieux. Et ça me fait tellement plaisir et c'est tellement libérateur pour moi aujourd'hui que je peux en parler. C'est que à l'époque, quand même, quand on commence à être une jeune actrice, à l'époque, c'était se conformer à à des dictates. Physique, esthétique, à une certaine forme de féminité. Moi, j'étais très grande, j'étais pas spécialement fine, je sais pas ce que j'étais, je cherchais pas à me définir, en fait, j'avais envie de faire ce métier, quoi. Et après, tout d'un coup, j'ai été très inhibée par ce nouveau truc qui a déboulé. Ce que vous dites, c'est que vous étiez quand même renvoyée à votre physique. Ouais. Et votre âge. À ma féminité. Ouais. Au type de féminité. Et Chéreau, parce que c'est ça dont on parle, peut-être est le premier metteur en scène avec lequel j'ai travaillé qui ne s'intéressait pas à moi en tant qu'objet de désir, en fait. Je me suis pas dit c'est ça qu'il faut que je joue, ou il faut que je lui plaise d'une manière féminine, telle qu'on m'enseigne la féminité aujourd'hui, ou telle que... C'était peut-être le premier metteur en scène qui me regardait comme une artiste. Pour autant, c'est quelqu'un à qui il fallait plaire, Chéreau. Il était dans un jeu de charme. Vous lui plaisiez comment ? En tant qu'artiste ? Moi, non, j'avais pas l'impression que je devais lui plaire. Moi, je me souviens très bien de ma première rencontre avec lui. Je me souviens, j'étais très timide, j'étais comme j'étais à l'époque, quoi. Certainement assez mal habillée, assez mal coiffée, assez rien. Enfin... certainement assez triste, comme j'étais un peu mal dans ma peau. Et en fait, on a commencé à parler de son film. Le film, c'était Intimité, qui était un film fait avec des acteurs anglais, avec de la sexualité explicite et tout ça. Donc, je vous raconte ça, justement, c'est très intéressant de parler de ça, parce que tout d'un coup, moi, on a parlé de ça, j'ai dit, les acteurs sont incroyables, ça m'a bouleversée. Et puis, il a commencé à rire un peu que je parle de ce film. Et puis à me dire, oui, ça a été compliqué avec les acteurs. Il a fallu vraiment qu'on mette en place un consentement chez les acteurs concernés et leurs partenaires. Et il m'expliquait qu'il avait fait un dîner avec les partenaires, etc., des acteurs concernés. Et c'est incroyable, parce que je me dis, la modernité de sa manière de penser, quand on voit maintenant qu'on met partout des coordinateurs d'intimité et tout ça. Et lui, il était dans cette considération de l'acteur vraiment comme une créature qui devait endosser tout d'un coup la peau de quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme. Et donc, il n'y avait plus du tout la question de notre rapport, civilisé, quoi. On était tout de suite en train de parler chiffon, quoi. Et donc, tout d'un coup, moi, je me sentais hyper à l'aise. Je n'avais pas du tout besoin de prouver quoi que ce soit. Et puis il m'avait vu jouer dans un spectacle et voilà, et il m'a dit je voudrais te proposer. Je voudrais juste dire, c'est vrai, parce que je
je lis ou j'entends parfois des déclarations d'Isabelle Adjani, parce que c'est elle qui lui a dit qu'il devait jouer Phèdre avant Dominique. Et donc je lui dois d'avoir rencontré Patrice, et je lui dois d'avoir rencontré Dominique Blanc aussi, puisqu'elle a renoncé finalement à jouer Phèdre. Mais Isabelle m'avait vu jouer à la MC 93 à Bobigny dans un spectacle où on était pas mal de jeunes acteurs, et elle avait dit à Patrice, va voir cette fille. Et, vous en avez reparlé ensemble avec Isabelle Adjani? Ah ouais, elle le sait, oui, bien sûr. Enfin, elle sait qu'elle a changé ma vie, parce que cette rencontre a été fabuleuse, et je reparle d'Isabelle parce que là, dernièrement, elle parle pas mal de la difficulté du statut d'actrice, c'est-à-dire le statut social de l'actrice pourquoi parfois il y a un malentendu, on a l'impression que c'est un grand privilège et qu'on est un peu comme des espèces de femmes privilégiées qui suscitent le désir, etc. Mais toute la face, toute l'ombre de cette chose-là, c'est parfois de ne pas être considérée pour soi-même. Enfin, c'est tout le fantasme qu'il peut y avoir là-dessus. C'est tout. Bon, puis on sait qu'elle l'a vécu et qu'elle en a souffert un peu toute sa vie, cette chose-là. Bon, bref. Et Patrice, voilà, il me regardait, il me parlait comme à une artiste, quoi. C'est comme si j'avais compris, que j'étais enfin... J'avais pas besoin de faire autre chose que de bien faire mon métier, quoi. Vous pensez que si vous n'aviez pas eu ce genre de rencontre, cette rencontre-là, quelqu'un qui vienne dénouer quelque chose, vous auriez pu continuer ou vous auriez continué sur le mauvais chemin? J'aurais arrêté, je pense. Parce que le mauvais chemin, je l'ai pris, parfois. Donc je l'ai éprouvé, notamment quand j'ai eu envie de faire du cinéma et que je me suis dit, il faut que je joue le jeu, faut que je fasse des photos en culotte, faut que je fasse des tapis rouges... c'est-à-dire que dans l'idée, intellectuellement, parce que je ne vais pas m'inventer un militantisme que je n'avais pas à l'époque, mais intellectuellement, ça ne me posait pas de problème. Je me disais, c'est normal, je suis une fille, je suis une actrice, c'est comme ça, il faut faire ça. Mais dans le fond, ça humiliait la croyance que j'avais profonde dans mon métier, l'amour que j'avais pour ce métier. Et je me disais, mais tout ce qui est périphérique ne devrait pas entrer en compte, ça devrait être... Voilà, est-ce que c'est la meilleure actrice, le meilleur acteur pour jouer tel rôle dans tel projet? Basta, quoi. C'est pas est-ce qu'on peut porter un 36 d'un grand couturier ou pas. Et il y a eu un moment, il y a eu cette influence comme ça sur la vie des actrices qui était qui pas... correspond aussi à un moment où vous tourniez beaucoup. Oui. Vous tourniez beaucoup au cinéma. Ouais. Vous étiez donc c'est pour ça que je dis très présente et très présente dans les magazines parce que j'ai un peu regardé. Ouais. Et effectivement, on sent à un moment donné, dans cette chronologie, puisque la Comédie Française a bien voulu me donner cette revue de presse sur vous, en fait, il y a un moment où ça s'arrête. Il y a un moment où vous ne faites plus les photos, ou en tout cas, elles sont différentes, comme celles qui viennent de paraître là, sur le soulier de satin, où vous êtes totalement différente de ces photos, de cette époque où vous tourniez et où les actrices, sans doute, étaient considérées différemment, même si vous étiez dans des films et avec des collègues tout à fait respectueux. Hein. Moi, j'ai pas... c'est pas tellement... c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais qui serait un débat parallèle sur est-ce que le métier fait bien d'utiliser ces acteurs et ces actrices comme ça, comme des figures de proue qui doivent susciter le désir, etc. Je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais que dans mon entourage, j'ai des collègues qui savent très bien gérer cette chose-là, hommes et femmes, avec lesquels j'ai pu débuter et qui, voilà. Et d'un autre côté, il y en a qui n'ont pas supporté. Il y a Audrey Tautou, il y a Adèle Haenel, enfin je sais pas, il y en a beaucoup qui à un moment donné ont dit... je me souviens aussi quand Sarah Forestier a commencé à dire je veux pas mettre de maquillage et j'ai le droit, et il y a des gens qui ont commencé à dire, des femmes qui ont commencé à dire j'étouffe en fait là-dedans, et moi j'avais pas du tout le courage de mener une bataille, mais en tout cas je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout, et puis que j'étais très malheureuse de tout ça, que je me mettais à me dire faut que je maigrisse pour faire tel film, faut que je maigrisse pour aller au casting, puis qu'il y a un truc qu'on a... c'est horrible, quoi. Alors que tout le début de mon travail, de ma carrière, ça n'a été que de la rencontre profonde avec des grands artistes. J'ai eu une chance dingue. Et quand j'ai mis un pied dans l'industrie du cinéma, il y a quelque chose qui s'est déréglé.
et dans lequel j'ai été très malheureuse. Même quand, donc en 2006, vous faites un certain nombre de films, dont Lady Chatterley, on ne peut pas dire que ce soit un blockbuster avec des promos délirantes. C'est le dernier film qui a été dans un bon sens pour moi. Parce que ce film-là vous emmène ailleurs. Ouais. Vous avez un César. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Non, mais je veux dire, tout va très bien. Mais je rentre dans une industrie, donc je deviens... Vous avez beaucoup de succès. Voilà. Vous êtes visible. Ouais. Et vous rentrez dans quelque chose qui... Voilà. Que je ne maîtrise pas. Vous rentrez aussi à la Comédie Française. En fait, je suis rentrée avant. Juste avant. Avant la sortie du film, ouais. Avant le succès. Ouais. Et vous en repartez... Ouais, un an après, pour aller tourner, parce que le cinéma, qu'est-ce qui provoque votre envie de cinéma? Il y a quand même une envie de comédienne d'aller faire ce métier-là, d'être à deux endroits, le plateau de cinéma, le plateau de théâtre, parce que vous oscillez toujours entre les deux. Oui. C'était les projets qu'on me proposait, et à l'époque, c'est vrai que d'obtenir des congés, c'était très compliqué. Et, ici, à la Comédie Française. À la Comédie Française, pardon. Et donc, j'avais pas envie de rentrer en bataille parce que c'était quelque chose que je pouvais comprendre. Moi, je pouvais comprendre ça, mais j'avais, après Lady Chatterley, des propositions vastes, quoi, de personnages importants, de films qui partaient sur 2-3 mois de tournage. Et à chaque fois que j'en discutais en interne, dans la maison, c'était compliqué. Et comme ça m'a un peu effrayée de devoir tout d'un coup batailler. J'avais pas du tout cette mentalité-là, quoi. Et je me suis dit, c'est mieux que je parte bien. Et oui, j'avais cette curiosité. Je me disais, c'est super, je vais jouer des grands rôles. Je me souviens d'un rôle en particulier au cinéma, un gros projet international, ça, qui a fini par ne pas se faire. Donc ça, c'est extraordinaire dans mon parcours. C'est un truc, je me suis dit, mais... c'est dingue, cette espèce de carotte au bout du bâton où voilà, je me disais c'est super, je vais faire ça. Aux Français, ils sont un peu durs, c'est compliqué à gérer. Je pars et je vais faire mon grand film, quoi. Ah non, mais j'ai appris ma leçon, hein. Mais Lady Chatterley, c'est quand même fantastique. C'est quelque chose de décisif, non, dans votre travail, dans votre parcours? Alors le film en lui-même a été dans la lignée des choses merveilleuses que je vivais, parce que j'avais rencontré, je sais pas, Zulawski chez Hérault, voilà, il y avait Ferrand, il y avait tout ça, mais c'est vrai que... Votre premier film, c'est avec Zulawski? Le premier film, c'est avec Zulawski. Donc j'étais dans ce système, voilà, de cinéma d'art, quoi. Et après le succès de Lady Chatterley, j'ai eu tout un tas de propositions et j'ai été un peu enivrée. Je pense pas très bien entourée, si je suis très honnête, par rapport à ça aurait été mieux que j'ai quelqu'un auprès de moi, ou des gens auprès de moi qui auraient su guider un peu plus mes choix, mais tout le monde allait du côté, c'est un truc contre lequel je me suis après battue un peu. C'est cette idée que dans la carrière d'un acteur ou d'une actrice, le cinéma c'est le Graal. Pourquoi? Parce qu'il y a la célébrité? Je pense. Et que donc pour l'entourage, tout votre entourage, si vous dites je vais faire du cinéma, tout le monde s'excite et dit c'est génial. Alors ça va de elle passe à la télé à elle est dans les journaux, à elle va gagner plein d'argent, à elle va être connue, elle va voilà. Alors, c'est vrai que ça c'est le kit de démarrage d'une actrice de cinéma. Oui. C'est un package, on va dire. Ouais, mais en fait, comment dire? Moi, je crois vraiment sincèrement que je voulais pas du tout ça. Je voulais des grands rôles, ça c'est sûr. Je voulais des grands rôles. Mais que ce truc-là, je me suis dit, bon, oui, super. Et puis en fait, quand c'est arrivé, ça m'a rendu dingue. J'ai vraiment été pas bien du tout dans ma tête, dans ma vie à ce moment-là. C'est vraiment joli ici. J'aimerais bien venir de temps en temps pour me reposer.
Vous m'aimerez. Il faut que vous m'aimiez. Est-ce que vous n'aviez pas une vision finalement très anglo-saxonne de ça? Parce qu'en Angleterre, qui est votre autre pays, on peut être un grand ou une grande actrice de théâtre adulée, parce qu'en Angleterre, on adule les acteurs de théâtre, et faire du cinéma et un James Bond, et garder cet équilibre. J'ai l'impression que c'est peut-être ce que vous avez essayé de faire et qu'on ne peut pas faire en fait en France, parce que c'est pas comme ça que ça s'est perçu. Sans doute. C'est une chose que j'ai pensé effectivement à un moment donné, parce que moi j'étais très marquée par mes idoles, quoi. Les idoles c'était qui vos idoles? C'était Kate Winslet, c'était Ralph Fiennes, c'est tous ces acteurs-là qui commençaient à graviter un peu dans tous les films américains aussi, et puis mais il y avait tout, il y avait Hélène Mirren, il y avait... C'est des gens que vous avez croisés, enfants? Non. Au théâtre, non? Non. Alors, je vais dire une chose, peut-être les gens savent pas, mais je me suis beaucoup dit jusqu'à quel point, on va toujours revenir un peu à ça, mais c'est quelque chose auquel je réfléchis. Je pense que l'Angleterre n'est pas un pays dans lequel on peut s'enrichir en étant simplement acteur. C'est-à-dire, travailler en Angleterre, même en faisant du cinéma, ne va jamais vous rapporter autant d'argent que vous allez pouvoir vous acheter 2 maisons. C'est l'industrie du cinéma en Angleterre est beaucoup plus pauvre que l'industrie du cinéma en France. Donc les acteurs, en général, ils font un film, mais ils continuent à faire une pièce de théâtre, ils vont faire une radio, ils vont faire une voix pour un truc, ils continuent à travailler et surtout ne s'installent jamais en Angleterre. Alors, sauf quand il y a ceux qui partent faire Harry Potter, mais c'est une poignée d'acteurs en Angleterre. Ne s'installent jamais de hiérarchie. Moi, j'ai fait une série avec Tom Hardy, qui venait de tourner The Revenant, avec DiCaprio, et qui allait faire Venom, donc qui était dans les gros blockbusters américains. Et c'était une production britannique, il n'y avait pas de France là-dedans, ni d'Amérique, ni rien. Et j'ai passé les essais, j'ai eu le rôle, et j'étais avec Tom Hardy, et je me suis retrouvée, comme je me retrouve ici à la Comédie Française, avec un acteur qui réécrit des scènes, qui travaille, qui répète, qui change, qui demande, parce qu'il était aussi un peu à la création et tout ça. J'ai tourné parfois en France avec des actrices qui n'ont même jamais le quart d'une carrière internationale et qui restaient enfermées dans leur loge, qui avaient un chauffeur privé et qui demandaient que des actrices ou des acteurs, que la journée que tous les plans soient sur eux pour pouvoir terminer la journée plus tôt. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a une différence de culture, que c'est l'argent ou la perspective de l'argent et de la visibilité qui modifie le rapport qu'on a au métier? Je pense que ça dépend des gens, évidemment. Je ne peux pas faire de généralité, mais à mon sens, c'est un problème de culture concernant l'art de l'acteur. L'art de l'acteur, c'est quelque chose qui fait partie de la culture populaire aux États-Unis, en Angleterre et dans les pays de l'Est, beaucoup. En Russie, en Pologne, l'idée qu'on peut pas, on s'invente pas un acteur, on n'est pas juste une personnalité et tout d'un coup on gagne le jackpot et on est sur les tapis rouges. Et ça, c'est pas une chose française, puisqu'en France, alors ça l'a été à une période, ça dépend des périodes, mais moi je suis dans cette période dans laquelle je vis. Je suis pas dans la période des années 40 ou de la période de Louis Jouvet ou cette période-là, des acteurs qui revendiquaient une formation, qui revendiquaient le théâtre, qui faisaient du théâtre, qui revendiquaient une culture littéraire, théâtrale, de l'art en général. Moi, j'ai débarqué un peu aussi dans la période post-nouvelle vague. Donc, c'est même pas le génie de la nouvelle vague, mais c'est des gens qui ont voulu copier la nouvelle vague en s'érigeant des Pygmalions, des gens qui manipulent des acteurs et des actrices en pensant qu'ils n'ont rien à dire et qu'on va les filmer à leur insu et qu'on va leur faire des choses et que ça va... de l'auteur tout-puissant en France. C'est quelque chose qui a donné des merveilles, mais qui a donné aussi un mépris des acteurs, un abus des actrices.
Il y a plein d'histoires maintenant qui sortent, donc on le sait, de gens qui n'avaient pas forcément demandé, voilà, puis qui se sont retrouvés à se faire gifler, à être manipulés pour des tournages qui sont des chefs-d'œuvre. Hein. Simplement, il y a eu une certaine négation de la part créatrice de l'acteur, qui est une chose qu'on ne pourra jamais évacuer de la culture anglo-saxonne. À quel moment, vous prenez conscience de ça, en fait, si vous revenez à la Comédie Française, c'est qu'à un moment donné, vous avez... Je pense que je l'ai toujours su, et je l'ai su la première fois que je suis rentrée à la Comédie Française, et que j'ai voulu, et que j'ai fait une sortie de route, quoi. J'ai été, comment dire, happée par l'idée que c'était encore mieux de faire du cinéma. Mais il y a des tas de choses intéressantes que vous avez faites, ouais, au théâtre et au cinéma, jusqu'à ce que vous reveniez en 2020. Il y a quand même des choses qui ont nourri votre parcours, j'imagine, quand vous travaillez avec Pascal Rambert, alors ça c'est au théâtre. Ça c'est au théâtre, oui, mais c'était pas longtemps avant que c'est Pascal, enfin... C'est 2 ans avant votre retour. Ouais. Ça a beaucoup contribué à ce que je me dise... Alors, parce que dans un premier temps, je me suis dit, je vais aller dans... Il n'a pas de collectif, il n'a pas de compagnie, mais il travaille un peu toujours avec les mêmes acteurs. Simplement, je me suis dit, moi, j'ai tellement besoin de travailler beaucoup que de faire une pièce tous les 2 ans, ça ne va pas aller pour moi. Vous avez besoin de travailler beaucoup. Ouais. Ça veut dire que les zones intermédiaires, c'est pas pour vous? Non. Vous n'allez pas faire du cheval? Si, mais... si, j'adore. Mais j'ai besoin de... Non, mais parce que l'intermittence, c'est pas facile aussi. Hein. Moi, c'est ce que je dis des fois à des camarades ici, quand je suis revenue et que j'avais vécu plus d'intermittence. Et vous étiez une intermittente chanceuse par rapport à... Et même en étant une intermittente chanceuse, je disais, mais ce truc où on se dit de temps en temps, ah non mais là, mon emploi du temps, il est vraiment... Et ce qui est une réalité, hein, la Comédie Française, on travaille comme des fous. Mais à l'extérieur, les gens, ils peuvent pas comprendre parce que l'intermittence, c'est hyper dur. Des fois, pour un rôle, un spectacle va durer 2 ans entre la tournée et la création. Moi, quand je suis rentrée au Français, en 2 ans, j'ai fait, 5 spectacles, avec 5 metteurs en scène. C'est-à-dire que la richesse de la vie artistique, alors oui, il y a des conséquences, mais je veux dire, pour moi, ça n'a été que la réponse. Enfin, c'était la réponse dont je rêvais, que j'espérais. Votre retour ici. Ah ouais. Donc en 2020, en janvier 2020, vous revenez au Français. Ouais. On est quand même dans une période un peu... chahutée, parce que c'est le Covid, c'est la pandémie. Vous revenez en tant que pensionnaire, à nouveau. Vous avez envie de travailler, en fait. Vous avez envie de répertoire, vous avez envie de troupe, vous avez envie de voir des copains. Ouais, c'est exactement. Vous avez envie de voir du monde. J'ai envie de voir des gens passionnés. J'ai envie de parler de théâtre, de texte. Ouais. Vous revenez avec Claudel. Je suis censée revenir avec Claudel. Mais vous ne le jouez pas, c'est non. ça? Le personnage d'Isée dans le partage de midi que vous aviez... créé avec Eric Ruff, en 2006, 2007. Ouais. Parce que moi, quand je suis revenue, donc j'ai demandé à Eric si c'était possible, etc. Enfin bon, bref, qu'il a accepté. Il m'a dit, ce serait peut-être bien qu'on reprenne le spectacle. Et puis, avec la catastrophe de la pandémie, il en a plus été question. Mais c'était ça que je devais faire, ouais. Alors, quand vous êtes là depuis 4 ans, 1er janvier 2024, vous passez sociétaire. Je sais pas, je peux vous demander ce que vous avez fait. C'est pas rien. Ah ouais, j'ai je sais pas, j'ai eu un choc physiologique, j'aurais pu m'endormir et puis dormir 24 heures. Je sais pas comment expliquer cette espèce de repos du guerrier. Peut-être que, parce que voilà, juste pour expliquer, une fois qu'on est nommé sociétaire, on peut plus vous virer pendant plusieurs années, et alors que quand on est pensionnaire, chaque année, on est sur la sellette. Donc, comme j'étais très heureuse d'être au Français, que j'avais voilà, j'avais changé ma vie pour être là, mais chaque année, je me disais, bon, je sais pas, je faisais tout ce qu'on me demandait de faire, Bon, je comprenais en plus qu'il puisse y avoir un doute. Elle est partie faire son cinéma, elle revient, c'est quoi, elle a plus de rôle au cinéma, donc elle revient. Je pouvais comprendre qu'on me regarde un peu bizarrement, et j'acceptais complètement ça, mais je voulais vraiment... Vous vouliez rester. Ouais. Donc ça a été vraiment comme un truc, un énorme soulagement, une joie, mais un énorme soulagement que j'étais pas folle, quoi, d'avoir... C'était pas une lubie, c'était un désir tellement profond. C'était vraiment extraordinaire de vivre ça.
Ici, vous avez commencé à mettre en scène, vous avez écrit, coécrit et mis en scène avec Serge Badassarian dans ce contexte très singulier de la pandémie, une comédie musicale, une pièce en tout cas musicale, qui convoque un peu votre culture anglaise, votre goût à lui et à vous de la comédie musicale, et puis qui est une espèce d'ode à la légèreté. C'est une pièce un peu militante, à la fois sur la troupe, sur sa vie quotidienne, sur la beauté d'être artiste, et puis oui, sur la légèreté. Oui, mais quelle comédie elle s'appelle, cette pièce? Oui, il y avait le côté envers du décor aussi, que j'aimais bien, qui fait complètement partie de la culture de la comédie musicale, où on voit tout le temps des troupes en crise, ou des acteurs ou des actrices, ou des auteurs, ou des gens qui essayent d'y arriver, de s'en sortir. Et donc, comme on était en pleine pandémie et qu'on se demandait quand les portes allaient rouvrir, il y avait toute la question de la nécessité du théâtre, du spectacle vivant, plus que du théâtre même. C'est pour ça que c'était super beau quand Eric nous a mis en contact avec Serge, parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Oui, vous veniez pas d'arriver, mais il y avait quand même des tas de gens que vous ne connaissiez pas. Ah oui, plein. Et Serge... je lui dois, pour moi c'est mon parrain ici, je lui dois complètement mon intégration dans la troupe et ma deuxième vie à la Comédie Française, quoi. C'est qu'il ait accepté, qu'il ait dit à Eric Ruff, parce que c'est lui qui lui a dit, je crois que Marina... Mais Eric, il savait même pas, je sais pas, il est tellement instinctif, Eric. Mais il a dit, je pense que Marina, voilà, elle vient d'arriver, tout ça, elle a pas j'avais plus le partage de midi, j'avais plus grand chose à faire en fait. Vois avec elle, ça peut l'intéresser. Puis il savait que j'étais passionnée de musique, donc peut-être c'est ça, je sais pas. Mais Serge aurait très bien pu dire, excuse-moi Eric, je la connais pas du tout en fait, je vais pas coécrire un spectacle. Et il a dit d'accord, et il m'a appelée. Et ça a été une rencontre majeure pour moi parce que c'était comme un... Oui, c'est comme s'il vous ouvrait la porte. Ouais, il m'ouvrait la porte et puis tout d'un coup, déjà avec lui, j'avais enfin un interlocuteur que je cherchais depuis des années. J'exagère un peu, je critique, c'est pas, comment dire, c'est de trouver sa famille. C'est pas après les gens sont comme ils sont. J'ai rencontré des gens passionnants avec qui j'ai fait des films très bien peut-être, mais je sais pas comment dire. J'avais l'impression qu'on parlait la même langue. Ici, quand je parle avec des gens à la Comédie Française, j'ai l'impression qu'on parle la même langue. Et j'avais tellement vécu d'avoir été montrée du doigt, ou soit j'étais trop sérieuse, ou j'étais trop sauvage, ou trop ci, ou trop ça. C'était comme j'étais pas, je sais pas comment dire. Et à la Comédie Française, tout d'un coup, Serge, ça a été Serge, et puis ça a été tous les acteurs que j'ai rencontrés pour le spectacle. Je me disais, on parle la même langue, on parle pareil, on vit pareil, Et c'était la conception, la considération de l'art, en fait, pour le public. La base. Ensemble, pour le public, presque encore plus que pour sa carrière personnelle, en fait. Je sais pas si je me fais comprendre quand je raconte ça. Vous dites, parce que j'ai lu ça plusieurs fois, que vous vous posez toujours la question, puis vous me l'avez déjà dit ailleurs, mais que vous vous posez toujours la question de à quoi ça sert quand on fait un spectacle, qu'il faut trouver quand même... là, c'était précisément l'objet, c'est-à-dire à quoi sert ce spectacle. Il sert, on va les divertir, on va se retrouver. C'était comme la question centrale que j'avais le droit d'explorer, parce que si j'osais poser cette question, on me riait au nez, on me traitait de, je sais pas quoi, privilégié, ou de relou, ou de prise de tête, ou de je sais pas. Il faut travailler avec les gens ici pour les connaître. Oui. Cette troupe, en fait, elle existe quand vous vous retrouvez sur le plateau. Ouais. Mais c'est même une chose que j'avais trouvée tellement touchante, mais que j'ai dite déjà, mais sur Mais quelle comédie. Quand j'ai commencé à dire, voilà, donc moi ce qui m'intéresse, c'est toi. Si je disais ça à une actrice ou un acteur de la Comédie Française, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ton métier, ou quelles sont les choses que tu aimes, ou quelles sont les choses que tu as envie d'exprimer, et on va construire quelque chose autour de toi, de ta personnalité d'artiste. Il y avait toujours un temps. Il y avait toujours l'idée que ce sont des gens qui sont formés pour servir le collectif. Bien sûr, par moments, voilà, on va avoir un grand rôle et on va s'exprimer à travers ça, mais pour la plupart,
sont des gens qui tout d'un coup s'inquiétaient. Moi, je me souviens très bien d'Elsa Le Poivre, je vais la citer parce que c'est merveilleux d'entendre une actrice qui m'a dit non mais je sais pas, elle avait pas du tout envie. Pour moi c'était une prima donna. J'ai dit tu vois, moi je te vois comme ça, pour moi t'es là, t'es l'étoile, t'es une étoile de la troupe. Et je sentais son visage se contrarier. Et elle me disait oui mais je suis pas, j'ai pas envie de représenter ça, enfin c'est pas ça, c'est pas comme ça que je travaille ça. Et tout d'un coup je me disais ah ça existe encore. Des acteurs et des actrices qui tout d'un coup non, il s'agit pas seulement d'eux, ça suffit pas. Vous allez pas dire à une actrice de la Comédie Française tu comprends, tu vas être en lumière et tu vas faire un grand morceau de chant et tu vas avoir une trop belle robe. Ici on te regarde de travers si tu dis ça. Alors qu'à l'extérieur, parfois c'est la seule manière de parler à certains acteurs et certaines actrices. Voilà, parce que c'est aussi comme ça qu'on se bat et qu'on existe à l'extérieur. C'est justement en tirant son épingle du jeu et en attirant la lumière. En attirant la lumière. Donc c'est aussi, c'est systémique, quoi. C'est pas, j'accuse pas des gens, j'accuse un système dans lequel moi j'étais mal. Mais je suis arrivée ici et j'ai fait et donc je n'avais que des retours comme ça qui étaient comme des baumes où je me disais oui, on essaie de faire le travail le meilleur possible et surtout on essaie de rayonner de notre savoir-faire pour transmettre quelque chose à ce moment-là qu'on a décidé de transmettre aux gens. En l'occurrence, à ce moment-là, l'idée c'était la communion, c'était se retrouver ensemble, enfin comme on était séparés les uns des autres. C'était pas écraser les gens de quelque chose de trop performatif, dans le genre regardez ce que je fais, jamais vous réussirez à le faire, mais de montrer que finalement on était tous les mêmes et qu'on avait les mêmes références. Enfin, il y avait quelque chose comme ça que je trouvais génial. Oh, that Broadway rhythm, rising, beating rhythm. Gotta dance, gotta dance, gotta dance, gotta dance. Alors dans ce parcours que vous avez depuis 4 ans ici, il y a évidemment Ivo Van Hove, vous croisez Ostermeyer, mais il y a 2 spectacles peut-être dont on peut parler qui se sont suivis. Il y a Le Silence de Lorraine de Sagazan, donc qui est texte su mais non dit. Et puis il y a votre spectacle à vous, que vous aviez déjà dirigé à la table pendant la pandémie, 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello que vous mettez en scène de façon extrêmement précise. Et voilà, cette pièce très belle qui réunit un certain nombre de vos camarades, dont Guillaume Gallienne, qui est, je crois, un de vos camarades, voilà, avant, après. Ouais. Que je connais depuis 30 ans, ouais. Est-ce que vous voulez parler de ces 2 expériences-là ? Une d'actrice, un peu intense, radicale, et puis une autre tout aussi radicale de metteuse en scène, parce que cette pièce, elle est absolue, elle est aussi très forte. Le Silence, ça a été quand même un cheminement intime ou, je sais pas, personnel, intense. Ouais. Alors, c'est vrai que le point de départ du Silence, pour moi, en tout cas de mon engagement pour ce projet, c'était un grand bonheur d'être sollicitée par une jeune metteuse en scène. Et voilà, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui et j'ai toujours eu peur de la fossilisation, ou en tout cas de rester figée dans le souvenir. Moi, c'est vrai qu'on parle tout le temps de Chéreau, etc., et que j'en parlerai toujours, mais pour moi, l'art vivant s'inscrit dans la cité, donc dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc c'est très important pour moi que je reste en contact avec les jeunes, sauf que on ne sait pas si on va leur plaire ou pas. Donc déjà, quand Lorraine elle est venue vers moi, j'étais très flattée. Je me suis dit ça va, j'ai encore un pied un peu dans la réflexion artistique du moment, quoi, parce que Lorraine c'est quelqu'un qui réfléchit son art énormément, et surtout sa démarche est tellement sérieuse dans le sens où elle est dans justement ce souci du monde dans lequel elle vit, de la société dans laquelle elle vit et tout. Alors j'étais super heureuse, j'étais comme un soldat, hyper prête. Enfin, c'est vraiment le genre d'expérience dont je rêvais. Donc ça, c'était un bon point de départ. Mais c'est vrai après que l'expérience a été très initiatique pour moi, ouais, c'est sûr. Est-ce que c'était difficile ? Très.
C'était pas du tout difficile en salle de répétition. Ça a été difficile avec la présence du public parce que là, moi, Marina, dans ma manière de penser quand même la représentation théâtrale, la proposition extrême de Lorraine m'inquiétait beaucoup par rapport C'est-à-dire à que vous ne parliez pas. Il n'y avait pas un mot. Pas un mot. J'avais peur pour les gens, en fait. J'avais vraiment peur qu'ils se fassent chier, quoi. Et c'est malgré tout le respect que j'avais pour elle et moi, le plaisir personnel que j'avais d'être dans cette proposition-là, la fierté qui allait avec et tout, je peux pas nier qu'il y avait une part de moi qui se disait « Oh la vache, quand même, les gens, ils ont payé, quoi. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de venir voir ? Est-ce que ça peut faire théâtre ?» Mais comme elle était honnête avec ça, c'est-à-dire que tous les jours, pas tous les jours, mais régulièrement, elle nous disait « Si on s'aperçoit que ça ne marche pas, que ça, elle était prête à parler. Oui, à changer. Mais elle poussait très loin son expérience. Mais j'avais peur de prendre les gens en otage. Ce que je veux dire, c'est que la radicalité, c'est quelque chose que je peux trouver... pour moi, c'est à mener avec des pincettes. C'est-à-dire, si c'est juste un effet de style et que l'idée, c'est de donner un coup de poing aux gens qui viennent dans la salle, ça me pose problème. Je trouve que c'est beaucoup mieux de descendre dans la rue avec des pancartes. Voilà. Et ça, vous en avez parlé avec elle ? Ça a été des discussions ? Pas du tout. Non, Vous étiez un soldat. J'étais un soldat et parce qu'à l'intérieur de mon expérience, parce que c'est aussi des réflexions que j'avais pendant, il faut toujours un peu de recul après pour... c'est pas des choses qu'on se dit tout de suite. Comme moi, j'aime bien me jeter dans l'aventure, après, bon. Mais c'est vrai que je me suis dit, waouh, là, bon. En fait, ça marchait. Et ben oui, mais donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça marchait. Au fur et à mesure, j'ai senti le public, voilà, puis des gens qui avaient envie de voir ça, qui étaient bouleversés, qui étaient... Alors voilà, après, j'ai pas une fois, remis en question ma confiance envers Lorraine. C'était, pour moi, j'avais confiance en elle, mais je me disais, waouh. Et puis vous faites 6 personnages en quête d'auteur. Ouais. Ça, c'est votre mise en scène. Vous décidez... La première mise en scène, voilà. Ouais. Au Vieux Colombier, avec une troupe merveilleuse, une distribution merveilleuse. Et c'est aussi un succès. Et c'est quelle expérience pour vous ? Parce que moi, ce que j'ai entendu, les gens disaient, elle est tellement sûre, elle est précise, c'est très impressionnant. Ah oui. Ça, c'est l'impression que vous donniez. Est-ce que c'était... une comédie? Je sais pas, j'avais un petit peu... comment dire? Pour moi, c'était un acte de foi. Hein. De quoi? Pirandello ou la mise en scène? La mise en scène, c'était un moment un acte de foi dans la confiance que tout d'un coup, Eric avait la gentillesse de me faire. C'est tellement beau, cette chose-là, quand elle vous arrive, vous avez presque envie de l'honorer, en fait. Vous savez, c'est comme... c'est les bénéfices de la bienveillance, quoi. Tout d'un coup, vous avez envie de soulever des montagnes. Et c'est vrai que Eric Ruff, dans mon parcours ici, à chaque fois que j'entreprenais quelque chose, et j'ai commencé à baragouiner après avoir fait mon théâtre à la table, tu sais, Eric, je crois que j'aimerais bien peut-être Pirandello, tout ça. Et il a poussé derrière, quoi. C'est-à-dire... mais j'avais quand même un peu l'impression que j'étais pas du tout prête, que j'avais pas ce qu'il fallait, enfin que tout ça, que j'étais pas... Voilà, je suis un bébé metteur en scène, quoi. Donc j'avançais vraiment à tâtons et je me suis rendu compte que... et peut-être parce que c'est ce que je préfère moi aussi comme spectatrice, mais que dans tout geste comme ça... artistique en tout cas ou créatif, la seule chose sur laquelle je pouvais compter, c'était ma vérité à moi, quoi. C'est-à-dire, je me disais, j'ai pas le savoir-faire, j'ai pas la connaissance. Bien sûr, j'ai des collaborateurs de génie, mais la seule chose que j'ai, c'est mon honnêteté vis-à-vis de moi-même. Donc, je me suis accrochée à ce truc-là et à ce que j'avais envie de raconter et comment j'avais envie de transformer un peu l'espace scénique, la vibration que j'avais envie de sentir dans cet espace-là, d'y plonger les gens, et puis après, voilà. Et puis, mon rapport à cet auteur... mais je me suis accrochée à... C'est quoi votre rapport, justement, à Pirandello? C'est toujours pareil, Enfin, je crois, hein, je me dis ça quand même. Pirandello, il parle beaucoup des gens qui se sentent ou qui sont inadéquates. Alors lui, particulièrement, ça dépend des périodes et des siècles, hein, mais il met toujours la lumière sur des gens qu'on va autrement pointer du doigt et à qui on va attribuer des défauts.
des handicaps, des maladies. Et qu'à l'intérieur de cette différence, il y a des trésors, quoi. Et qu'on vit avec nos failles, et que c'est ce qui nous... et nos folies, et nos projections, et nos excès, et le mal qu'on peut faire, et qu'on est tout ça, quoi, à la fois. Et c'est donc les auteurs qui racontent ça, ou les metteurs en scène. C'est pas des héros, en fait. Non, voilà, exactement. C'est tout ce qui est anti-héroïque qui m'intéresse. Vous avez aimé faire ça ? J'ai adoré faire ça. Bon, bah, vous allez recommencer. Ouais, si j'ai un truc à raconter, mais j'espère, oui, j'ai adoré faire ça. Ça veut dire que vous aviez pris du plaisir ? Ouais, vous avez réussi à y prendre du plaisir ? Ouais. Ouais, j'ai découvert autre chose, quoi, une autre façon de m'exprimer. Je savais pas du tout comment ça allait être reçu, hein. Ça vous inquiétait ? Oui. Oui, moi, j'ai pas très envie d'être détestée, hein. Ah bon ? Je suis très honnête. Ah bon ? J'ai pas cette carrure-là. Donc j'ai assez envie qu'on soit pas tous d'accord, mais en tout cas, j'ai pas du tout envie qu'il y ait des gens qui claquent les portes ou que... Voilà. Pardon Guillaume, mais c'est toi le metteur en scène, alors qu'est-ce qu'on fait là ? On reprend la réponse ou pas ? Oui, mais pour l'instant, Non, mais c'est carrément insupportable ce qu'il dit. C'est super intéressant, je trouve. j'ai essayé pour de vrai. Oui, monsieur, vous allez voir les scènes qu'on va vous sortir. Je peux vous montrer ça tout de suite, moi. Ça me tente. Ça me tente. Essayons pour voir. On n'est pas à l'abri de faire quelque chose d'extraordinaire. Non, attends Guillaume, tu parles pas sérieux. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, là ? Comme ça. Et j'ai enfoncé ma tête dans sa poitrine. Tu peux me faire du ciel, s'il te plaît? Je fais du ciel. Du ciel. Du ciel, fais-moi une ambiance lunaire, voilà, c'est ça, avec du bleu, là, ce bleu, tout bleu. Que du bleu. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça. Nous n'avons pas d'autre réalité que cette illusion. Le culot du mec qui débarque, il se fait passer pour un personnage et il me demande qui je suis. C'est juste pour savoir, monsieur, juste pour savoir. Bien fermer les yeux. Fermez les yeux. Bien fermer les yeux, tout le monde. Fermez les yeux. Si je me donne, ce n'est autrement que tout entière. Vous connaissez cette réplique de Prouez. Ouais, deuxième journée avec Dom Pélage. Alors, c'est une réplique que j'ai lue dans une interview. Votre mère dit « ça me rappelle ma fille ». Non. 2007, Elle, le magazine Elle. Elle dit « Marina me rappelle Prouez » et elle dit « si je me donne, ce n'est autrement que tout entière ». Waouh, d'accord. Votre mère qui connaît bien le rôle de Prouez pour avoir joué. Ouais. En 87, vous êtes en plein dedans, Marina Hans. Cette pièce monde cette traversée de 7 heures. Ouais. C'est un cadeau, mais enfin c'est quand même aussi c'est vertigineux. Ouais, c'est vertigineux, c'est dur. Vous allez jouer Prouez avec vos camarades. Il y a quand même toute une partie de la troupe qui est embarquée dans cette aventure de Éric Ruff, donc qui, pour sa dernière année aux Français, a décidé tout simplement de monter, monter le soulier de satin. Le masque tombe, quoi. En disant heureusement qu'il n'y a pas la paire, ce qui est, je crois, la blague. Une blague récurrente depuis la création de ce spectacle. Qu'est-ce que on est alors les gens vont entendre ce podcast un peu quand ils voudront, mais on l'enregistre à 10 jours de la première. Ouais, c'est vrai, c'est dans 10 jours. Vous rigolez pour quelqu'un qui va monter sur scène 7 heures et jouer Prouez. Ouais. Je dois dire, vous avez l'air particulièrement détendu. Je suis en face de vous. Ouais, mais parce que ça me rend très joyeuse, j'avoue. Mais parce que je crois que je sais pas comment vous dire. Détendu, mais un peu fatigué peut-être. Non, mais je trouve la démarche tellement généreuse en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais de toute façon, à la fin du spectacle, les gens s'applaudiront autant eux-mêmes, de toute façon, ou peut-être presque plus eux-mêmes qui n'applaudiront les spectateurs, d'avoir fait ce choix. Ouais. Oui, les comédiens, d'avoir fait ce choix de venir écouter 7 heures de Claudel, quoi.
C'est-à-dire que je trouve ça merveilleux. Il paraît que c'est complet déjà plusieurs semaines. Et donc, en fait, rien que de savoir ça, de me dire... Au niveau de la promotion, voilà, du spectacle, il n'y a pas eu besoin. C'est-à-dire, c'est la puissance quand même de cette maison qui a fait que, voilà, il y a des gens, ça existe. Des gens qui ont envie de venir vibrer à la poésie, quoi, pendant plusieurs heures, comme il y en a d'autres qui iraient danser au Burning Man pendant 3 jours sous extase. Enfin, je sais c'est pas un peu comment la dire. même chose. Hein. Ouais, mais il y a quelque chose vraiment de de vivre une expérience extrême émotionnelle, parce que Claudel, c'est que de l'émotion qui a trouvé son moyen d'expression. Et c'est comme ça que Éric nous dirige. Donc on est vraiment dans c'est très charnel, émotionnel, c'est très sur la vibration justement de cette communauté qu'on peut créer comme ça dans une salle. Donc de la créer sur plusieurs heures, c'est dément, quoi. Alors évidemment, s'il se passe rien, c'est un cauchemar. Voilà. C'est-à-dire que c'est-à-dire s'il se passe rien avec les gens. Oui. Entre il nous, avec quelque chose. Au moins, au pire, ils dormiront. Mais... Au pire, ils dormiront. Mais là, on est, je sais pas comment dire. C'est l'enjeu pour nous, il est vraiment de faire vibrer ce théâtre comme jamais. Ah oui. Bah oui. C'est une gageure. Ah bah oui, plus l'ambition est folle, plus le pari est risqué, moi plus j'ai envie de rire et je m'extasie de cette chose-là. Parce que j'y crois en fait, parce que je pense que c'est possible. Et on va conclure comme ça, mais vous posez toujours cette question de à quoi ça sert alors de monter le soulier de satin en 2024, en 2025, ici à la Comédie Française, et puis peut-être que vous tournerez ailleurs. Alors déjà, on arrête le temps. Moi, je trouve ça toujours nécessaire dans la vie, par moment, d'arrêter le temps. On éteint les téléphones. Ouais. On ne sait plus ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est un tour du monde, c'est un voyage. Que peut-être dans une vie, on n'est pas forcément capable de faire. Moi, je sais que c'est mon rêve, quand je serai vieille, de faire le tour du monde. Mais parce que le voyage mental, à travers les siècles, à travers les époques, dans le répertoire, dans les langues, le voyage sensoriel, émotionnel, et c'est l'occasion de rencontrer ses propres fantômes, les fantômes qui nous accompagnent, les fantômes de nos passés, de notre histoire, ceux intimes et puis ceux du monde dans lequel on vit. C'est cette puissance-là, le texte de Claudel ? Je pense, oui, parce que Claudel a écrit à partir de sa vie et de l'observation de son vécu. Donc en fait... il n'y a rien de pontifiant, il y a pas, Claudel nous apprend pas, nous explique pas qu'on est comment dire, c'est pareil, c'est-à-dire que lui aurait une vision du monde plus grande et plus intéressante que celle qu'on a nous. En fait, c'est une manière de magnifier notre humanité défectueuse, quoi. C'est pas le propos presque du théâtre. Pour moi, ça l'est. Ouais. En tout cas, j'ai toujours la sensation qu'il y a quelque chose qui doit être réconciliateur. Que sortir d'une représentation, ça doit nous réconcilier avec quelque chose. Merci infiniment, Marina. Merci, Béline. Merci à Zélie et Andrea qui réalisent cet entretien. Voilà, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous lundi prochain à 8h pour le prochain podcast. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.